Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais effectivement animer cette discussion autour effectivement de l'information en matière de santé. C'est vrai qu'on l'a intitulé information. Ouais, alors parce qu'en fait, je peux pas m'approcher. Non, mais c'est pas avec ce celui-là. fauteuil. Non, c'est pas. Ça marche. Ouais, on peut brancher celui-ci parce qu'il y a un problème Sinon, celui-là. de fauteuil. Celui-ci. Ok, merci beaucoup. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, cette table ronde a pour intitulé Comment dorénavant informer en santé. Dorénavant, je pense qu'effectivement, vous l'avez compris, on est parti du principe et du postulat qu'il y a un avant et un après crise Covid-19. Non pas que la désinformation date de là, on l'a bien vu et on l'a bien compris que la rumeur, la désinformation n'est pas née avec la crise sanitaire de 2020. Mais effectivement, la dominance des réseaux sociaux, voilà, l'info-obésité, toutes ces questions relatives effectivement au numérique qui a accéléré finalement une surinformation, une surdésinformation avec des algorithmes toujours enclins, parce qu'ils sont réglés comme ça, à promouvoir plus certaines informations clivantes et pas forcément des informations vérifiées, à mettre au même niveau des experts, des chercheurs avec des personnalités qui n'ont absolument pas des connaissances scientifiques. Nous avons pu aussi constater qu'il y avait une forme de défiance aussi vis-à-vis des institutions. Je crois que l'intervention de Madame en est la preuve. Il y a aussi aujourd'hui ces principes, c'est finalement ces effets Dunning-Kruger qui finalement s'invitent un peu plus dans nos discussions, la loi de Brandolini aussi. Voilà, c'est ce que je souhaiterais, moi, évoquer avec tous les invités qui sont autour de cette table et qui ont accepté d'échanger avec nous. Yves Charpak, vous êtes donc médecin spécialiste en santé publique et docteur en épidémiologie. Vous êtes également élu local, c'est un point important sur lequel on reviendra. Vous avez aussi également participé aux équipes de l'INSERM en tant que chercheur. Vous avez dirigé un bureau régional de l'OMS en Europe, entre beaucoup d'autres choses. Je voulais aussi voilà, présenter mon voisin qui est Mathias Vargon. Vous êtes donc chef du service des urgences et du SMUR du centre hospitalier de La Fontaine. Vous êtes également auteur d'un essai chez Robert Laffont, Hôpital, un chef-d'œuvre en péril. Ah bon, c'est Fayard. Bon, après il y a eu beaucoup de fusions, donc c'est bon, Fayard. On corrige. L'idée n'est pas de faire de la désinformation sur votre éditeur. Ensuite, je voulais Karine Lacombe. Donc vous êtes aussi professeure de médecine à la Sorbonne, infectiologue, chef du service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine. Vous intervenez aussi en tant qu'experte en plateau. C'est un peu le cas de toutes les personnes qui sont présentes aussi. Donc je présente également une journaliste, puisque effectivement la question des médias est importante et on a bien vu dans les échanges précédents que voilà, l'échange qu'il peut y avoir entre les scientifiques et ceux qui nous informent, donc en priorité les journalistes, était important. Donc Solène Lehen, vous êtes vous êtes journaliste à Radio France et vous êtes un journaliste santé, donc avec ce label. Donc vous pourrez peut-être nous dire un petit peu plus. Et enfin, notre cinquième intervenant, je vais reprendre votre... voilà, j'ai été troublée par... voilà. Pierre Raymond Dars, excusez-moi. Donc vous êtes médecin généraliste, voilà, je ne voulais pas me tromper sur votre spécialité en santé en banlieue parisienne. Vous êtes président d'un collectif qui s'appelle No Fake Med, donc vous allez pouvoir nous présenter aussi les travaux. Vous avez et alors ce qui est intéressant, c'est que ce collectif réunit à la fois des professionnels de santé, mais aussi des citoyens.
Donc comme quoi, il est possible aussi d'échanger les uns avec les autres de manière sereine et d'arriver à des conclusions. Notamment, vous avez issu une tribune en 2018 qui a mené effectivement des remboursements de l'homéopathie. Donc vous pourrez sans doute nous dire quelques mots. Je vous laisserai effectivement... voilà. Donc moi, je voudrais commencer effectivement à vous poser la question un peu basique de cette table ronde. C'est comment est-ce qu'on informe aujourd'hui de manière sereine en matière de santé. On voit bien que je rajoute le mot serein puisque je vois bien que ça reste quand même un sujet épidermique et qui peut effectivement, là aussi, même quand on souhaite informer de manière sereine, on s'aperçoit que parfois ça peut aussi mener à de la désinformation. Je vais commencer par vous, Yves Charpak. Merci. Vous me donnez un peu de temps pour parler ou... Oui, bien sûr, vous avez du temps. Je vous l'avais dit lors de la préparation de notre table ronde. Donc, vous avez 7 minutes. D'accord. Mais on a 1 heure en tout. Oui. Mais pour répondre à ces questions, je vous donne 7 minutes, si ça vous convient. On va essayer. Alors, merci de cette invitation. Et vous l'avez dit, notre colloque est centré sur la désinformation en santé, avec une ambition de trouver des pistes pour une information fiable. La table ronde s'intitule « Comment dorénavant informer sur la santé ?» Alors vous l'avez évoqué, on a été tous traumatisés par la crise Covid, enfin notre société a été traumatisée par la crise Covid, et il y aurait eu un avant-Covid où tout allait bien, et il nous faudrait trouver l'après-Covid vertueux de l'information. Et la crise de l'information serait d'origine numérique surtout, portée par des ennemis à identifier, plus que par des déficits qui sont propres à la culture et à l'organisation de nos sociétés. Alors je reviens à mon parcours à ma façon, pardonnez-moi, multicasquette de praticien de la santé publique, chercheur, puis expert évaluateur scientifique à travers diverses institutions, dont l'OMS et dont d'autres institutions en France et ailleurs. J'ajoute que ma carrière de chercheur a commencé dans un département universitaire INSERM qui s'appelait Informatique médicale et aide à la décision. La continuité et la cohérence de mon parcours, c'est un regard d'évaluateur, en fait, qui m'anime toujours aujourd'hui, à la fois comme élu local et membre d'une association d'élus au niveau national qui représente les élus à la santé. Et puis, dans une fondation que j'ai cofondée récemment, qui vise à apporter plus de connaissances scientifiques, d'esprit des sciences, dans les lieux de décision. Alors la désinformation, à travers mon expérience, c'est un ensemble un peu flou. Et comme je ne suis pas très structuré sur le mode ChatGPT ou grande école, je vais être un peu désordonné. La connaissance, en particulier scientifique, est une jungle formidablement vivante. Il y a eu pas loin d'1 million d'articles scientifiques sur la Covid dans des revues à comité de lecture depuis 2020. Et la production de connaissances scientifiques, elle est mondialisée. Ces résultats sont à portée de main de tous les chercheurs, mais aussi de la société au sens large. Heureusement, à mon avis, c'est un progrès incroyable lié aux outils numériques en particulier. Dans les millénaires passés, il pouvait s'écouler 1 ou 2 siècles pour qu'une connaissance arrive à ceux qui en avaient intérêt. N'oublions pas que le web a été inventé, dit-on, par des chercheurs du CERN, avec les physiciens du monde entier, pour échanger entre eux des données et des informations scientifiques et professionnelles. Aujourd'hui, j'ai une inquiétude vis-à-vis, j'ai appelé ça les censeurs pleins de bonne volonté pour notre bien. Je vais l'illustrer par une anecdote de ma vie à l'OMS quand j'étais conseiller principal du directeur du bureau régional pour l'Europe et pas directeur du bureau. Le directeur des services informatiques m'expliquait tranquillement que pour des raisons de sécurité du système, il avait mis des filtres à l'information accessible en ligne. Tout ce qui faisait référence au sexe était bloqué, ce qui nous permettait d'avoir une sécurité maximale. Je lui ai suggéré que pour une organisation dont l'un des axes de travail était celui des maladies sexuellement transmissibles dans le monde, c'était se priver de la majorité de nos sources d'informations scientifiques. J'en garde une méfiance instinctive de la censure numérique et automatique, et si la science des algorithmes et l'IA nous permet de mieux gérer ça sans doute, nous n'avons sûrement pas encore tout vu. Un autre exemple est décrit dans un livre que j'ai publié d'ailleurs en 2016 avec Marc Danzon, qui s'appelle « Notre santé dans l'arène politique mondiale ». Marc Danzon était mon directeur à l'OMS après sa retraite. Il était libéré de la parole un peu.
Et on a un exemple qui est en Ukraine, pays à gouvernance très compliquée, a vécu une crise de la désinformation sur les vaccins contre la rougeole à la fin de la décennie 2000. Le ministère de la Santé avait choisi d'acheter des vaccins indiens, beaucoup moins chers, mais accrédités par les instances internationales, dont l'OMS, aux dépens des industriels de pays de l'Ouest. Une campagne de fake news a été orchestrée, disons par des opérateurs inconnus, mais richement dotés, sur des décès qui seraient liés à ce vaccin, et le dénigrement du choix du ministre a fini par entraîner sa démission et l'arrêt de la campagne de vaccination avec une baisse massive de la couverture vaccinale. Mais la désinformation n'a pas commencé avec le Covid, donc. Et pour le vieux professionnel de santé publique que je suis, elle a souvent pour origine des intérêts commerciaux qui s'animent dès que la connaissance commence à les menacer, avec des moyens considérables mis en œuvre autour de tous les risques pour la santé liés au mode de vie, aux produits de nos environnements, tabac, alcool, produits alimentaires, polluants divers. Quand l'OMS a voulu proposer une résolution sur la teneur en sucre, sel et corps gras en 2004 à l'Assemblée mondiale de l'OMS, le ministre de la Santé des USA lui-même s'est levé et s'y est opposé en disant que c'est un choix individuel qui ne regarde pas les professionnels de santé. Et il a ajouté « Par ailleurs, je suis ici comme représentant de nos industries sucrières aussi ». Au moins, c'était transparent. Et ensuite, malheureusement, toute la désinformation autour de ces risques se met en œuvre avec des moyens marketing, publicitaires et même académiques, en finançant des produits, des professionnels moins attentifs à la déontologie de la connaissance qu'ils ne devraient. Les outils de régulation des liens d'intérêt sont une réponse de nos sociétés à ce problème, mais pas définitif. Plus grave, la désinformation prend aussi la forme de l'absence organisée d'information, car ces porteurs d'intérêts économiques contribuent largement au financement de toutes les sources d'information dont nous disposons comme citoyens, à tous les niveaux, et le levier très puissant à travers la publicité et les outils de marketing, arrêter de payer revient à tuer l'information. Donc pas besoin d'inventer des fake news, le silence des médias suffit parfois. Reconnaissons que les nouveaux réseaux sociaux sont de vraies puissances mondiales de circulation de l'information et un réel service d'information si on apprend à les utiliser correctement. Ils apportent aussi un horizon à l'infini à la désinformation, alors sous plusieurs formes, celle de groupes organisés, d'influenceurs, de groupes divers qui surfent sur les fake news, car leur entrée dans l'information à travers les médias traditionnels est plus compliquée. Et puis, il y a aussi le modèle économique de ces réseaux sociaux, et Twitter en est un bon modèle, ou plutôt son successeur X. Et le modèle commence à être bien identifié, car il appelle à produire plus de fake news pour améliorer le modèle économique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que plus on crée de fake news, d'informations spectaculaires, polémiques, fausses, eh bien, plus le modèle économique se porte bien. Une expérience personnelle que j'ai envie de citer, moi j'ai beaucoup utilisé Twitter, personnellement et professionnellement, et j'ai trouvé que c'était un outil très utile et performant, mais pour le gérer, j'avais une application qui était disponible avec l'outil Twitter, qui s'appelle TweetDeck, et qui permet de ne suivre que ce qu'on a envie de suivre, et de ne pas être envahi d'informations qui n'ont pas beaucoup de sens. Eh bien, le X, aujourd'hui, a supprimé cette application pour les utilisateurs. Il paraît que c'est utilisable dans la version payante, mais je n'ai pas encore essayé. Et donc, pour les citoyens, peut-être que payer pour la qualité de son information pourrait donner un levier de contrôle et de gouvernance intéressant, c'est-à-dire ne pas se faire à l'idée qu'on a toute l'information gratuitement toujours sous la main. C'est peut-être une responsabilité de citoyen aussi. Et j'ai envie de donner un mot sur, j'ai encore une minute, sur des outils institutionnels extraordinaires qui fonctionnent sous nos yeux. En 2021, en pleine crise Covid, la Cité des Sciences a hébergé une réunion organisée par la HAS sur l'expertise. L'agence anglaise Public Health England était invitée. La directrice nous a raconté comment il gérait des milliers d'articles scientifiques publiés chaque semaine, avec une seule question en tête: y a-t-il quelque chose qui remettrait en cause les recommandations que nous avons faites à nos gouvernants? Et le processus systématique, méthodologiquement reproductible d'analyse de l'ensemble de la production scientifique, c'est une vraie machine de guerre, mais c'est un vrai travail scientifique, bien au-delà
de ce que peut faire un expert dans son coin. Et effectivement, aussi qualifié soit-il, personne ne peut lire des milliers d'articles par semaine. Et donc il faut se faire à l'idée que le travail de la synthèse de la connaissance scientifique en marche demande des outils nouveaux d'une certaine façon, qui sont des outils de gestion. Le GIEC en est un bon exemple sur le climat. Voilà, donc je dirais que je vais conclure en disant que ne limitons pas nos regards aux seuls réseaux sociaux et ne soyons pas des citoyens passifs qui comptent les coûts de la gouvernance, des décisions qui sont prises en amont, sans faire exercer notre devoir de dire le besoin de liberté d'accès à l'information, mais avec de l'aide de nos institutions et de nos gouvernants, pour que ce soit un tout petit peu plus, disons, solide au quotidien. Voilà, donc les sources d'information ne sont pas vertueuses d'un côté et pas vertueuses de l'autre. Merci beaucoup. Mathias Vargon. Bonjour, moi j'étais un peu surpris par l'intitulé parce que c'est comment informer désormais en santé et la table ronde d'après, c'est comment lutter contre la désinformation. En réalité, c'est la même chose. Moi aussi, je vais me présenter, je vais essayer d'être rapide, qu'on puisse discuter. Je suis urgentiste, donc parmi les plus mauvais médecins, mais je suis aussi docteur en sciences et on a bien vu que dans la désinformation, on disait « Ah oui, mais ils y connaissent rien ». Je suis docteur en sciences, je dirige l'Observatoire régional des soins non programmés d'Île-de-France, donc je fais beaucoup de data management, d'analyse de données. Je suis également donc docteur en sciences en épidémio avec tout un tas de diplômes derrière et je suis ce qu'on appelle aussi un médecin de plateau, donc j'ai participé à l'information et j'y participe encore sur la santé. Mais c'est d'abord la première question, c'est qu'est-ce que l'info en santé? Comme médecin de plateau, un peu médiatique, et qui fait du buzz, puisque c'est ça qu'on recherche, hein, on m'a proposé des postes pour informer en santé. J'ai eu 2-3 propositions, mais en fait, c'est quoi l'information en santé? Avant le Covid, c'était toutes les nouvelles découvertes médicales, donc l'Alzheimer chez la souris à peu près tous les 3 mois. Hein, je rappelle que si la souris prend le monde, demain, elle pourra soigner contre le cancer, l'Alzheimer, ce que nous, on n'a pas trouvé, mais avec des nouvelles découvertes, hein, un truc de c'est nouveau tous les jours, et avec des découvertes qui finalement, on ne voit pas souvent, ou en tout cas 10-15 ans, arriver dans le domaine public, mais en tout cas chez nos patients. Et puis, il y a aussi la partie bien-être. Il faut imaginer que c'est bien ça, la santé, chez nos contemporains, mais aussi chez les journalistes, c'est-à-dire que c'est santé, bien-être, hein, c'est les deux en même temps. On est plus proche de Biba, je ne sais pas si ça existe encore, mon père était marchand de journaux, que du New England en fait, hein. Mais c'est comme ça. Et puis, on n'explique pas ce que c'est que la science. Et moi, j'ai été vachement frappé, on est à l'Académie de médecine, hein, où c'est ma première et dernière fois où je viendrai, hélas, c'est quoi, on n'a pas expliqué aux gens ce que c'était que la science. Et j'ai été très frappé par les journalistes de santé, la plupart, parce qu'en fait, ils ont une formation littéraire. Beaucoup, hein. Il y en a qui se sont vraiment investis là-dedans. Bah, je pense à vous, mais il y a aussi Madame de Fournay, c'est ça, sur BFM, qui vraiment a changé. Mais la plupart, ce sont des gens qui sont des littéraires. Et pour qui la parole est plus importante que la science. Et quand on voit la dérive avec le professeur Raoult, le professeur Perron, ou d'autres gens qui ont complètement dérivé sur ce que c'était que la santé, en fait, on s'est dit, ils sont importants, ils ont un titre de professeur, je suis désolé pour le professeur Lacombe, mais c'est donc des gens intelligents et des gens qui peuvent parler. Mais c'est pas parce que Zidane, il sait marquer des buts, donc il y a des chances que la prochaine fois, il marque un but. Là, c'est des gens qui ont fait des études, plus ou moins bien. Alors Raoult, on est en train de remettre en cause toutes ses études, mais Perron avait une vraie réputation, avant de dériver sur le Lyme, il avait une vraie réputation de scientifique reconnu, mais ça ne veut pas dire que la prochaine étude sera la bonne. Et on a vu donc ces gens, je dis ça sans les dénigrer, hein, ces personnes qui ne savaient pas comment on construisait la science, et notamment qui ne savaient pas ce que c'était que le consensus, c'est-à-dire que la science, en tout cas médicale, avance par à-coups. On décide des choses en fonction de ce qu'on appelle l'état de la science, et puis l'état de la science avance et on décide autre chose, et on ne marche pas tout droit, mais plutôt en zigzag, et parfois on revient en arrière, et c'est comme ça, et pour les scientifiques c'est naturel. Mais c'est là que se sont engouffrés
tous ceux qui ont voulu, pour des raisons que j'ignore, soit par ignorance, d'autres par bêtise, mais certains par l'appât du gain, ils se sont infiltrés là-dedans. Dans nos défauts, qui sont nos qualités, qui sont on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr de rien. Quand on dit quelque chose, ça peut être fait la semaine d'après, quelqu'un peut dire le contraire. C'est comme ça qu'on construit la science, c'est comme ça qu'en congrès, on fait des choses qui s'appellent les pro-cons. J'avais dit ça à un journaliste, il avait dit « vous me traitez de con ». Non, pro, comme en latin, comme en latin. Et donc, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on construit la science. Et informer, c'est informer qui ? C'est est-ce qu'on informe nos pairs ? Et donc moi je lisais de la mauvaise science, puisqu'on s'est vu que tous les journaux scientifiques se sont mis à accélérer leur processus de peer review, et donc ça a produit de la mauvaise science avec, alors là ils se sont tous jetés dessus dans le Lancet, une fausse étude, assez bien foutue d'ailleurs, mais cette fausse étude c'était comme un faux tableau. Voilà. Et tout le monde s'est jeté dedans. Tout ce qui était donc la fausse science, c'est qui qu'on informe? Ou alors c'est le grand public, c'est les politiques, comme l'a dit Monsieur Villani. Et donc, c'est pas le même type d'information dont ils ont besoin. Et puis, Monsieur Villani a dit quelque chose. Il a dit que pour les gens dans les hôpitaux, dont je faisais partie, en fait, Jérôme Salomon, moi je l'écoutais pas pour deux raisons. La première, c'est que j'étais encore à l'hosto quand il parlait. Et la deuxième raison, c'est que ça m'intéressait pas, Jérôme Salomon. Jérôme Salomon, il s'adressait au grand public, pas à moi qui devais organiser mon service. Et c'est ce que je raconte tout le temps. Notre service, il marchait sur WhatsApp. Pourquoi ? Parce que tous les jours, on faisait comme la science, on décidait de quelque chose, et soit les nouvelles données disaient c'est pas bon, soit on s'apercevait que ce qu'on faisait ne marchait pas en termes d'organisation, là pas forcément en termes de soigner les gens. Et donc c'est important de savoir à qui on s'adresse, et c'est pas la même chose. Et une dernière chose, oui, moi je suis médecin de plateau, enfin je l'ai été avec le Covid, un peu avant avec ce médecin généraliste à côté de moi, Pierre, puisque je faisais partie des gens qui signaient la tribune contre le remboursement de l'homéopathie. Et là aussi on s'est aperçu que c'était un vrai combat, alors rien par rapport au Covid, mais sur qu'est-ce que c'est que l'information pour le patient. Comment on dit à un patient que ce que lui trouve qui est bien, en fait n'a pas de preuve, on lui a même pas dit que c'était pas bien. Et les lobbies. Alors pareil, on parle toujours des lobbies industriels, les méchants chez Pfizer, tout ça. Moi j'ai bossé dans l'industrie pharmaceutique, oui ils sont là pour se faire du pognon. Quelle surprise! Mais d'autres gens sont là pour se faire des pognons. McKinsey, ils sont là pour se faire des pognons. Les nouveaux, les anciens, tous ces gens-là, ils sont là pour se faire de l'argent. Vous êtes là pour faire de l'argent. On travaille. Moi, je suis payé. Je ne sais pas vous. Vous êtes payé. Vous avez été payé. Donc, tout le monde est payé. Donc, tous ces gens-là se font de l'argent. Mais il y a d'autres lobbies qui attaquent ça. Et le pire, c'est quand les scientifiques attaquent les scientifiques. Nous deux, on a été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour manquement à la déontologie ou un truc comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a cité un article du Conseil de l'Ordre qui disait qu'il ne fallait pas prescrire des médicaments dont on n'avait pas la preuve. Bon, c'est pas de ma faute si le même article parle de charlatans, ça j'y peux rien. C'est là-dessus qu'on a été un peu attaqué. Et donc c'est un vrai combat. Et oui, beaucoup de gens se retirent de X, et j'ai vu que Karine Lacombe se retirait de X, que Madame Hidalgo aussi, mais pour d'autres raisons. Et j'espère. Vous n'êtes pas parti à Tahiti. Et donc, oui, c'est un vrai combat parce que X, c'est quand même de la boue en ce moment et ça donne la parole. Et en tout cas, vous savez, les comptes qui payent, ils sont mis en avant. Et c'est la mauvaise info qui est mise en avant. Et c'est une question qu'on se pose tous les jours. Est-ce que je reste dans la boue de ce combat ? Et j'en ai marre des débiles qui viennent parce que quand même, le QI n'est pas très élevé, on peut le dire quand même. Et que c'est l'effondrement de la scolarité française, ça a été montré. On sait ce qui suit sur Twitter ou sur X, mais où est-ce qu'on reste et qu'on continue à rendre coup pour coup ? Moi, pour l'instant, j'ai décidé de continuer à rendre pour coup, mais c'est aussi de l'information. Il faut aussi que les médias mainstream, comme on dit chez les complotistes, que ces médias, ces grands médias, qui sont de moins en moins regardés, qui sont les journaux télé, qui sont les journaux papier, ils soient plus intègres que jamais, plus propres que jamais. Ils ont le droit de porter une parole inverse à ce qu'on pense sur le Covid ou sur n'importe quoi. Ils ont parfaitement le droit. Mais il faut qu'ils respectent la source et qu'ils la comprennent. Et non, ça ne peut pas être un anti-Covid contre un pro-Covid ou un anti-vax contre un pro-vax. Ça n'est pas possible. Et la dernière chose, il faut que nos institutions soient fermes.
Et par exemple, quand l'HAS rend je sais pas comment ça s'appelle, une décision sur les vaccinations que personne ne comprend, et ben c'est comme ça qu'on casse la vaccination. Et donc, il faut que nos institutions donnent l'exemple. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Alors, effectivement, l'information, c'est en fonction aussi des cibles, vous l'avez très bien dit, donc les patients, les téléspectateurs, les auditeurs, vos pairs. Vous qui êtes généraliste, on pourrait peut-être parler effectivement de l'information aux patients. Comment ça se passe en cas de crise, mais aussi tous les jours, hors crise? Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, donc Pierre de Brémondard, je suis médecin généraliste et je n'ai pas de titre universitaire ou autre. Donc non, je me sens un peu tout petit. Mais j'ai un avantage, c'est que je sais une chose, c'est que je ne sais rien. C'est à peu près ça. Ma gestion de vie de médecin généraliste, c'est la gestion de l'incertitude au quotidien. Et paradoxalement, c'est ce qui nous a permis un peu de survivre et de surnager pendant le Covid. Je vais juste faire un bref historique du collectif NoFakeMed. Merci Mathias. Donc en 2018, une tribune paraît dans le Figaro demandant en gros à séparer tout ce qui n'était pas pratique de soins ayant fait la preuve d'une efficacité, notamment l'homéopathie, de ce que nous on devait faire en tant que médecin en médecine en s'appuyant sur les articles du code de déontologie. Ça a mené à un débat pendant une bonne année sur le sujet. Ça nous a amené, alors qu'on était à la base des signataires assez anonymes, à devenir un peu médecin de plateau, un peu à s'attacher à tous ces mécanismes médiatiques de communication grand public. C'était pas notre habitude et ça a mené aujourd'hui au déremboursement de l'homéopathie. On a vu ce déremboursement, on s'est dit cool, on a mené notre combat. Maintenant on va pouvoir plier les bagages, attendre que les procès qui nous sont mis sur le dos finissent. Et puis le Covid est arrivé et la désinformation aussi avec, massivement, plus qu'avec l'homéopathie. Et face à ça, les techniques qu'on avait utilisées sur cette première période de lutte contre l'homéopathie, où on était David contre Goliath, où le narratif était de notre côté, ça marchait plus du tout. On s'est retrouvé face à des patients en consultation, on s'est retrouvé dans une désinformation complète, on n'avait pas de données scientifiques, on était face à des patients stressés, on était des médecins, des soignants stressés aussi, parce qu'on ne savait pas où on était, et il a été extrêmement compliqué d'avoir des repères fixes. Dans cette situation d'incertitude, ce qui joue en fait entre le médecin et son patient, entre le soignant et son patient, parce que je ne peux pas oublier les rôles joués par les infirmières qui sont au domicile de nos patients, par les pharmaciens qui sont aussi les premiers dispenseurs de conseils médicaux assez régulièrement, et naturellement par les auxiliaires de vie qui ont aussi un rôle à jouer, les kinésithérapeutes, les diététiciens, enfin voilà, tout l'ensemble des soins primaires, je pense, joue à ce niveau-là. Et donc tout ce petit monde qui vit au quotidien, qui aujourd'hui, on le sait tous, a le nez dans le guidon, on n'a pas beaucoup de temps pour parcourir les articles scientifiques, on n'est pas payé pour ça, en fait, doit répondre aux demandes des patients, doit répondre aux questions, et donc doit essayer de chercher comme il peut, et surtout doit répondre aux patients qui sont en face de lui en 10 minutes. Et donc c'est là où le collectif a lancé des travaux de création de sites de confiance. On avait en gros une image de confiance, une image positive, et on a commencé à faire de la bibliographie, à créer des fiches sur des sujets qui nous intéressaient, et ce mécanisme-là nous a permis aujourd'hui d'évoluer encore, et donc on n'essaye plus forcément d'être David contre Goliath, parce que c'est un narratif qui marche moins bien, on est moins en moins David parce qu'on arrive à avoir des places au ministère, des places à l'Académie de médecine pour discuter, mais on travaille plus à travailler avec notre expertise sur la relation entre le médecin, le patient dans une situation d'incertitude face aux pratiques de soins, on va dire, où il n'y a pas de preuves scientifiques, sur comment aborder le sujet. Et la leçon, c'est on n'a pas forcément besoin d'avoir raison quand on est médecin, on a besoin d'accompagner notre patient. Et donc c'est vraiment l'évolution, on va dire, de cette pensée, c'est que le fait de s'attacher à avoir forcément raison, non pas dans une relation de soins, risque, et on l'a vu avec la présentation des résultats, de générer un débat, un conflit entre le ressenti du patient et la volonté du médecin d'apporter une information qui soit vraie. Or, l'important pour le patient, c'est d'être écouté, c'est d'être accompagné, et le rôle du médecin, ça va être de ne pas valider l'information qui est fausse, mais de proposer une correction sur le long terme. Et c'est l'avantage d'être médecin généraliste, c'est que contrairement en urgentisme, moi les patients, je les revois. Donc j'inscris ma relation de soins dans la durée. Et c'est vraiment par des petites étapes, des petites évaluations, par un travail sur un document commun. Donc aujourd'hui, nous on a nos fiches FakeEdex, mais on peut espérer demain d'avoir des documents communs à une échelle nationale. Et donc la création d'une base de données ou de base de données qui soit citoyenne, soit on va dire gérée par le gouvernement, par l'État, par des institutions, qui permettent de parler de ces sujets où on n'est pas sûr,
sur une base claire. On n'a pas besoin d'avoir une réponse définitive, mais déjà parler le même langage permet d'éviter de nier le ressenti de l'autre, parce que du coup on dit j'entends ce que vous me dites, vous aimez l'homéopathie, vous fait du bien, très bien, moi je n'y crois pas, je pense qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, allons voir ce qu'en dit éventuellement la science, ce que disent les scientifiques, et attention par contre au drapeau rouge. Et c'est l'autre valence dans l'équilibre entre de l'information qu'on doit délivrer à nos patients, c'est la notion de danger que font courir certaines pratiques à nos patients. Le danger principal aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les dérives thérapeutiques, c'est l'arrêt des traitements ou le retard diagnostique. Et c'est un danger qui est heureusement pas difficile à quantifier. On a beaucoup de mal à avoir des informations là-dessus. Mais globalement, si on interroge les services de cancérologie, vous allez avoir régulièrement des cancérologues qui vont vous rapporter non pas une étude, mais leur vécu de situations, de moments où un patient a retardé un diagnostic, un patient a retardé une prise en charge pour avoir recours à ces pratiques-là. Et nous, la position du collectif, c'est d'apporter aux médecins généralistes, aux soignants de première ligne, de l'information pour limiter ces dérives thérapeutiques. Donc, que les patients aient éventuellement recours à des pratiques de soins complémentaires non prouvées, mais surtout, qu'ils n'arrêtent pas leur prise en charge, qu'ils ne retardent pas la prise en charge médicale. Et ça passera par vraiment un renforcement de la communication entre le patient et son médecin sur des bases communes. C'est malheureusement extrêmement compliqué en étant des médecins généralistes de moins en moins nombreux, en étant des soignants de moins en moins nombreux, de plus en plus débordés. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce que ça demande du temps. C'est extrêmement compliqué parce que c'est une adaptation constante à la personne qu'on a en face de nous, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce métier de relation. Donc en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement cette proximité, ce temps long permet d'instaurer une confiance qui manque peut-être effectivement dans les temps de crise et d'incertitude. Et ce dialogue constant permettrait finalement d'éviter de s'égarer et d'être plus perméable finalement à des thérapies alternatives. Est-ce que finalement ce temps-là et cette confiance dont on parlait tout à l'heure en introduction, qui manque, qu'il faudrait effectivement travailler en amont, c'est le médecin généraliste qui est en première ligne, comme vous le rappelez, qui, lui, serait en mesure finalement d'être, de propager, des infirmières également, des élus locaux, je ne sais pas, est-ce que... Les résultats de votre étude montrent que la personne en qui les patients ont le plus confiance pour les questions de santé, c'est en premier lieu leur médecin traitant, leur médecin de famille qui les suit, sachant que le médecin de famille aujourd'hui est amené à évoluer vers une pratique beaucoup plus en groupe, en collectif. C'est que le médecin, demain, ça sera le médecin et l'équipe d'infirmières avec qui il travaille, éventuellement l'assistante médicale, éventuellement l'infirmière azalée. Et petit à petit, on espère arriver à avoir des équipes aussi performantes que celles des urgences. On travaille aussi sur WhatsApp avec mon équipe, pas mal. Et c'est vraiment une formation qui doit se faire à tous les niveaux d'écoute du patient et de trouver cette ligne de crête entre j'accepte les croyances du patient, ses représentations, la façon dont il voit sa santé, ses choix philosophiques et moraux aussi. Mais moi, en tant que professionnel, j'ai pour devoir de lui apporter une information claire, loyale et adaptée à sa situation, donc basée sur des données scientifiques. Donc moi, en tant que professionnel, je peux accepter ce que le patient me dit, mais je ne dois pas valider non plus des idées fausses, des idées reconnues, tout en conservant la relation de soins. Et donc c'est dans ce tabouret, ce triangle de la relation extrêmement complexe qu'on doit s'inscrire, et c'est là où nous on essaie en tout cas de pousser des formations, de créer un peu cet esprit de curiosité, parce que c'est avant tout aussi une histoire qu'on doit raconter à nos patients, et c'est une histoire qu'on doit se raconter sur notre façon aussi d'exercer pour limiter l'épuisement. C'est comme le disait Mathias, et je pense que Karine nous en fera part aussi, c'est quand on n'a rien à vendre sur ces sujets-là, eh ben on n'y va que avec un peu son envie de bien faire, et c'est une envie, c'est une énergie qui, mine de rien, s'épuise assez vite. Et je conclurai là-dessus, l'avantage qu'on a eu pendant le Covid d'être un collectif, c'est que la narration qu'apprécie normalement le monde complotiste, c'est l'antagonisme, c'est la figure
de l'antéchrist, la figure négative qui est celle qui est tort, donc on peut charger de toutes les mauvaises ondes du monde. L'avantage d'un collectif qui en plus change de président assez régulièrement, qui est un blaireau comme tête d'affiche, en fait ça répond beaucoup moins à cette narration-là. Donc il faut qu'on arrive aussi, mais ça c'est beaucoup plus collectif, c'est avec les journalistes, c'est avec les institutions, à ne pas laisser la narration, l'histoire qu'on se raconte comme société, sur ces sujets-là, sur la science, sur réenchanter la science, sur qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique, sur qu'est-ce que c'est qu'une démarche, quelque chose au niveau scientifique qui fonctionne. Cette démarche-là, il ne faut pas qu'on la laisse, il ne faut pas qu'on laisse les belles histoires aux personnes qui vendent quelque chose. Il faut que tous qu'on s'en empare et qu'on arrive à la raconter chacun à notre niveau. Merci beaucoup, professeur Lacombe. Effectivement, comment informer sur des sujets extrêmement complexes, avec de la nuance, en quelques minutes, voire secondes, sur un plateau télé, dans une période de crise sanitaire où on va vous demander de faire court. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer le lien avec les journalistes ? Comment faire finalement, vous qui avez vécu plusieurs crises sanitaires, vous qui êtes souvent sollicités, comme les personnes autour de cette table, faire pour mieux informer le public et dans des termes qui vous conviennent aussi, qui soient acceptables pour vous en tant que scientifique ? Alors c'est vrai que c'est un grand défi pour nous les scientifiques que de s'exprimer sur un plateau de télévision ou dans les médias de façon générale, à la radio, dans les journaux, parce qu'il est très rare qu'on ait vraiment la maîtrise de notre discours, de la maîtrise complète de notre discours et de notre temps de parole. Et on a tous été confrontés à des anecdotes où on nous a demandé de nous exprimer sur un sujet très complexe en 30 secondes, avec un journaliste qui nous faisait signe de nous dépêcher. Et c'est souvent, même quand on essaie d'avoir un esprit de synthèse, c'est souvent le moment où on va déraper, parce que on ne peut pas exprimer une pensée complexe sur un concept complexe en 30 secondes. Et c'est pourtant le défi qu'on nous pose à nous les scientifiques. Alors, vraiment à chaud sur la façon d'informer, je reprendrai exactement ce que Mathias et Pierre ont dit à la fin de leur discours, c'est de ne pas lâcher, déjà, de ne pas baisser les bras, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse le champ libre à la désinformation de prospérer. Et c'est vrai que le fait de s'appuyer, comme a dit Pierre, sur des collectifs pour ne pas représenter soit seule la parole scientifique est quelque chose de vraiment fondamental, et on a vu combien c'était important pendant la crise Covid. Donc, vous parliez des médias. C'est vrai que essayer de comprendre comment les médias, où est-ce que les médias initialement ont pu pêcher. On l'a dit tout à l'heure, le nombre de journalistes scientifiques au tout début de la crise Covid, par exemple, était extrêmement faible, un défaut de formation, en tout cas de formation à la méthode scientifique. Et fort heureusement, pendant la crise scientifique, on a vu une amélioration extrêmement importante des journalistes scientifiques, le nombre déjà, où toutes les rédactions ont créé une rédaction de journalisme scientifique, et les journalistes ont fait un énorme effort d'apprentissage et ensuite de pédagogie. Alors, pour revenir un peu, peut-être quand même sur le sujet comment mieux informer, et pas simplement mieux informer par les médias, je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes. La première, ça va déjà être de mieux comprendre les ressorts des informations. Alors, je me rappelle pendant la crise Covid, et je vois Arnaud Mercier, pendant la crise Covid, avoir participé à un colloque sur la post-vérité que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans la façon dont ce colloque a eu de rassembler des gens de différents horizons pour essayer de mieux comprendre justement ces ressorts de la désinformation, ensuite en tirer des leçons et mettre en application les leçons qu'on a pu en tirer. Bon, l'étude de Laurent Cordonnier, évidemment, dont on vient de parler, est extrêmement importante également. Les ateliers de GIENS, alors je ne sais pas si vous avez vu passer ce papier qui vient d'être publié sur les recommandations des ateliers de GIENS sur les actions pour lutter contre la désinformation sur les produits de santé. Donc les ateliers de GIENS, c'est un groupe de professionnels et de citoyens qui se sont régulièrement réunis pendant les 2 dernières années pour mettre en commun le savoir, mettre en commun ce que l'on ne savait pas, et promouvoir des actions pour mieux informer sur les produits de santé. Donc vraiment, je vous recommande de le lire. Je ne vais pas du tout le passer en revue avec vous, mais il y a
énormément d'informations que l'on pourrait tous s'approprier. Et il y a 9 recommandations effectivement, suite à ce colloque. Et peut-être qu'Arnaud Mercier en parlera dans les solutions, puisque la table ronde traitera de ce point. Et d'ailleurs, juste en anecdote, ce qui est très intéressant, c'est que cet article a été publié dans une revue, enfin pas dans une revue, pardon, par des éditeurs qui ont eux-mêmes publié des articles scientifiques qui ont donné matière à la plus grande des informations, une des plus grandes des informations auxquelles on a été confrontés ces dernières années sur l'hydroxychloroquine. Donc vous voyez que même les éditeurs ne sont pas à l'abri d'avoir à faire un retour de conscience sur eux-mêmes. Donc à côté de cette... et donc pour mieux comprendre la désinformation et mieux construire les discours d'information, je pense que nous, chercheurs, devons inclure dans tous nos projets de recherche un volet exactement sur cet aspect-là. Et par exemple, dans les gros projets européens que l'on est en train de monter pour justement mieux se préparer aux prochaines pandémies, à côté des work packages, c'est-à-dire c'est difficile de trouver un mot en français. Bon, bref, ces work packages, ces groupes de travail vraiment très scientifiques sur la virologie, sur les méthodes en biostatistique, etc., bien inclure des volets vraiment avec la société civile sur mieux comprendre comment on construit les bons messages, comment on comprend la réception de ces messages par la société civile, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer les signaux précoces d'émergence de la désinformation, et c'est là où l'intelligence artificielle aurait toute sa place, et travailler plutôt sur du pré-bunking plutôt que sur du debunking, mais je pense qu'on va en reparler plus tard dans la journée. Et enfin, à côté de mieux comprendre la désinformation, c'est ensuite mieux enseigner et pourquoi on devrait se remettre en question sur notre façon d'enseigner, qu'est-ce qu'on a pu rater à l'école primaire, à l'école secondaire, enfin au collège par exemple, dans la façon dont on a eu de former nos jeunes concitoyens à la science. Et pour avoir des enfants en âge scolaire, je peux vous dire que j'ai été très interloquée par certains discours qu'on a pu leur faire passer. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ce plan-là. Également à l'université et même en fac de médecine, on a besoin de remettre en cause toute notre pédagogie d'apprentissage et avoir un apprentissage qui est beaucoup moins vertical, beaucoup plus horizontal, voire même, comme on dit maintenant, bottom-up et non plus d'en haut vers le bas, et justement pour mieux enseigner la démarche scientifique qui est faite d'incertitude et qui est faite d'humilité. Et je sais que ce sont deux choses qu'on a essayé de faire passer pour revenir sur les médias, et ça c'est extrêmement difficile dans les médias grand public de dire non, on ne sait pas. On est en train d'y travailler. Ce qu'on vous a dit la semaine dernière, cette semaine, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus forcément juste parce que la science se construit. En particulier, on l'a vu pendant la crise sanitaire de la Covid-19, personne ne savait rien sur rien et donc on a tous construit ensemble. Mais cette démarche-là est extrêmement difficile à faire passer auprès de citoyens qui sont abreuvés par les réseaux sociaux et par l'immédiateté de l'information. Donc l'enseignement de la démarche scientifique, je pense que c'est l'affaire de tous et de toutes, et je pense qu'il ne faut pas lâcher prise. Merci beaucoup, effectivement, c'est un point important. Alors Solène Lehen, vous êtes journaliste à Radio France, journaliste santé, j'insiste sur ce point parce que vous allez nous l'expliquer, c'est une spécificité importante, notamment dans le cas de traitement de crise sanitaire ou d'autres thématiques de santé. Donc si vous pouvez effectivement revenir à la fois sur votre rôle au sein de la rédaction, mais aussi le lien que vous entretenez avec les différents scientifiques sur les différents sujets, faire en sorte d'informer en profondeur tout en étant pris dans l'actualité, avec la place que l'on vous octroie aussi sur vos antennes, et puis également le rôle des médias dits classiques, généralistes, face effectivement aux réseaux sociaux. On se rappelle effectivement que TikTok est devenu un moteur de recherche également, donc sur lequel les gens vont s'informer. Donc comment continuer à informer dans ce contexte ?
Alors effectivement, moi je suis journaliste santé à France Info, radio, qui est un média généraliste, et en voyant votre enquête, Laurent Cordonnier, on se rend compte qu'on a encore un peu de boulot. Donc moi je suis journaliste santé, je vais peut-être vous raconter un peu le Covid, comment ça s'est passé à France Info. Le Covid 2020, je suis toute seule, je suis la seule journaliste santé à France Info. Dans les médias, il y avait un petit peu plus, par exemple à France Inter, elles étaient deux, mais donc je suis toute seule et je suis intégrée au service économie et social, avec une chef de service très compétente en économie, pas du tout en santé, donc je suis un peu seule, évidemment, quand le Covid me tombe dessus. Donc voilà comment ça se passe, on passe d'une journaliste santé qui fait des sujets sur les souris et Alzheimer, à une antenne qui va devenir 100% 24 heures sur 24 Covid. Et là, j'ai beau avoir deux petits bras et une petite voix et être beaucoup à l'antenne, je ne peux pas faire toute l'antenne toute seule. Donc il va falloir à un moment déléguer, et il faut que les 100 journalistes de France Info deviennent 100 journalistes, pas santé, mais au moins on puisse parler santé à l'antenne. Et c'est là la difficulté, on l'a dit aussi, de l'information en santé, c'est qu'elle est complexe. Et c'est compliqué la science. Et quand on n'a pas justement cette formation, mes collègues, il y a des fois, ils sont paumés. Je vois bien qu'il y en a beaucoup qui ne font pas la différence entre un épidémiologiste, un virologue et un infectiologue. Donc on part de loin. Et la devise de France Info, peut-être que vous la connaissez, c'est l'info juste et pas juste l'info. Donc il va falloir, pendant les mois qui viennent, donner une info juste. Donc comment on fait ? Déjà, je fais beaucoup de pédagogie. Alors en plus de mon travail à l'antenne, on a fait beaucoup de pédagogie. Expliquer à mes collègues, par exemple, que je reçois une centaine de mails par jour. En temps normal. Sur cette centaine de mails, il y en a la moitié où il y a le mot, on me propose toujours une innovation révolutionnaire. Alors c'est ce que je dis par exemple quand je vais dans les écoles de journalisme, je dis toujours aux étudiants, quand vous avez le mot révolutionnaire dans un mail, en santé, vous le mettez à la poubelle, ça n'existe pas. Pareil, un communiqué d'un laboratoire pharmaceutique, je dis toujours, attention, c'est de la communication financière. C'est pas de l'information scientifique. Donc voilà, il y a toute une pédagogie à faire, qu'on a faite à France Info. Je me suis sentie un peu seule les premières semaines, mais assez rapidement, on a monté un service, un vrai service qu'on a monté, où on est 6 maintenant, qui s'appelle Sciences, Santé, Environnement, Technologie, où on est 6, donc j'ai une collègue avec moi qui depuis presque 3 ans maintenant s'occupe de la santé aussi, donc on est 2. C'est déjà un peu mieux. Et sur les 6, on a tous une fibre un peu scientifique. Et il a fallu après coordonner toute l'antenne. C'est-à-dire qu'on a la chance sur France Info, donc on fait du service public, on donne de l'information, on est surtout, moi je dirais, un transmetteur d'informations pratiques aussi beaucoup. Et on a la chance d'avoir beaucoup de créneaux pour des invités, 30-40 par jour, des invités, des experts qui peuvent parler entre 8 et 30 minutes selon les tranches possibles. Et ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est qu'il faut bloquer ça. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas tout et n'importe quoi qui se dise sur notre antenne. Donc c'est pour ça que dans le service, on a établi une liste, c'est un peu les sites de confiance, une liste d'invités, d'experts de confiance. Alors je le dis avec d'autant plus de facilité que tous les gens ici faisaient partie de cette liste. Et qu'on vous a beaucoup sollicité, parce que voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le sketch des inconnus avec le bon et le mauvais chasseur, hein. Il y a le bon et le mauvais médecin, mauvais expert. Tout le monde sait que certains spécialistes de la médecine du sport se sont du jour au lendemain se sont sentis investis d'une mission et de devoir parler du Covid sur les antennes de France. Et nous, on a dit non. Voilà, donc on a établi une liste en disant voilà les médecins ou les experts que vous pouvez appeler sur tel thème aussi. C'est-à-dire que si on parle du virus, n'appelons pas un épidémiologiste, par exemple. Et ça nous a permis un peu déjà de cadrer tout ça. On a mis aussi en place des formations de nos collègues qui... Pour beaucoup, n'avaient pas de formation scientifique. Alors, je le dis aussi, moi, j'ai pas de formation scientifique, mais bon, sur le tas, au bout de 10 ans, je commence à comprendre quelques petites choses en sciences. On a mis en place des formations pour que tout le monde comprenne un peu ce que c'est qu'une étude scientifique, comment on la lit, etc. Et puis, voilà, on a avancé au fur et à mesure avec...
On a essayé de faire le mieux, en tout cas de délivrer l'info la plus juste, tout en filtrant. Je ne dirais pas qu'on a été militant, parce qu'on n'est pas militant, on est là pour faire du service public, de l'information pratique, mais en filtrant, en évitant la désinformation. Et j'ose espérer qu'on s'en est pas trop mal tiré. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est ce service sciences, santé, environnement, technologie. Et on a d'ailleurs depuis une chronique science tous les jours à l'antenne de 2 minutes. On en est assez fiers, à un horaire en plus assez exposé. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on a retenu, nous, du Covid. Mais ça n'a pas été simple. Et en tout cas, je pense que ça a fait un peu gagner en science sur notre antenne. Parce qu'aujourd'hui, on a une information, je pense, qui est plus... Voilà, déjà mes collègues sont un peu plus au fait de toutes ces questions-là. Et on a une information qui est beaucoup plus vérifiée. Enfin, je ne dirais pas que ce n'était pas vérifié avant, mais en tout cas, tout le monde, tous les gens qui à Radio France ou à France Info, en tout cas, veulent parler science sur l'antenne, passent par nous, passent par notre service avant. Et nous, on valide, on donne des conseils, on donne des numéros de téléphone. Pour tout vous dire, hier encore, je donnais à un collègue le numéro de téléphone du service de presse de la DGS au ministère. Et oui, je le connais encore par cœur, quoi. Il m'a dit, mais t'es folle, je connais le numéro de mes parents par cœur, mais pas... oui, moi je connais le numéro de la DGS, quoi. Voilà. Et petite question sur aussi la transparence en matière de... Quand vous présentez vos invités, y compris les experts, alors effectivement, dans un article ou sur un site internet, on peut développer, effectivement, mettre énormément de détails sur la personne, les liens qu'elle peut avoir avec tel ou tel labo ou telle institution. Comment vous faites, effectivement, en radio, en temps très court, pour justement donner un peu plus d'informations aux auditeurs, puisque souvent, on a pu entendre au moment de la crise sanitaire, ah oui, mais un tel, on l'a pas bien présenté, on n'a pas dit quel était le lien qu'il avait avec tel ou tel laboratoire. Comment faites-vous pour justement donner... Vous avez effectivement en interne cette base de données d'experts un peu certifiés. Comment faire passer cette information auprès aussi du public pour le rassurer sur le fait qu'effectivement les personnes que vous faites intervenir sont les bonnes. C'est difficile, on n'a pas suffisamment de temps pour s'épancher sur le CV de la personne, ou alors on y passe les 8 minutes. Parfois, de même, les invités, ce qui arrive dans les colloques, commencent en disant qu'ils n'ont pas de lien d'intérêt avec un labo. Enfin, je pense qu'à partir du moment où ils sont diffusés sur France Info, on les passe en invité, on estime que c'est un gage de sérieux. Voilà. Et j'espère que l'auditeur se dit aussi que c'est un gage de sérieux quand une personne intervient sur notre antenne. Merci beaucoup. Alors, je pense que, je ne sais pas si les uns et les autres souhaitent réagir. Ou si on passe aux questions de la salle. Juste sur le gage de sérieux, la preuve que non, c'est que je passe sur France Info. Mais c'est ça qui est compliqué en fait. Hein. C'est le gage de sérieux. On a vu pendant le Covid plein de professeurs qui sont passés à la télé parce qu'ils s'appelaient professeurs. Et c'est pas un gage de sérieux d'être un professeur de médecine ou d'être un docteur en médecine, hein, ou d'être docteur en sciences. C'est pas un gage de sérieux. Le gage de sérieux, c'est ce que vous racontez. Je comprends la complexité, c'est raconter. Et c'est aussi, le gage de sérieux, c'est de laisser raconter. Moi, j'ai un souvenir de la crise. C'est une épidémiologiste dont j'ai oublié le nom, un peu âgée, qui expliquait, qui montrait, il y avait une courbe de chronologie des infections. Alors, il se trouve que moi, ma spécialité en sciences, c'est les statistiques chronologiques. Et donc, il y avait un journaliste qui lui expliquait qu'il y avait un creux et une bosse, ce qui est normal, hein, parce que c'est bruité. Et il disait, ça a monté. Et elle lui dit, bah non, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la moyenne. Et elle était gentille, elle n'a pas parlé de médiane, de choses comme ça, un peu plus compliquées. Pardon ? Qui est présente, elle est là, Catherine Hill. Eh ben oui, Catherine Hill. Eh ben oui, eh ben vous étiez là. Et voilà. Et elle s'est fait reprendre par ce type qui lui a expliqué qu'est-ce que c'était qu'une série chronologique. J'ai trouvé ce mément, mais à la fois assez drôle, je suis désolé de vous le dire, mais ça aurait pu m'arriver puisque je vous dis, moi, c'est les séries chronologiques, hein, les urgences, c'est un peu chronologique. Et à la fois, ça montrait que le journaliste qui ne savait pas de quoi il parlait là, clairement, la reprise, et on parle pas d'un site complotiste ou d'une chaîne, c'était BFM ou un truc comme ça. C'est LCI,
LCI, un peu complotiste quand même. Parce qu'il y a eu des moments où ça tournait, il avait un invité médecin urgentiste lui aussi qui a un peu dérivé. Et donc voilà, oui, Madame Hill, pour moi c'est la scène mythique, excusez-moi, mais du Covid, c'est-à-dire le journaliste qui n'y connaît rien, qui reprend une experte. Et quand on parle de citoyens, c'est très bien les citoyens. Les citoyens, ils doivent faire des décisions éclairées. Les politiques, ils doivent faire des décisions éclairées. Mais à un moment, quand même, il faut écouter ce qu'on vous dit, quoi. Ah mais effectivement, c'était un grand moment de télévision. Merci Catherine Hill, en tout cas, d'avoir résisté. Monsieur Jarpac, je crois que vous vouliez réagir. Oui, juste un commentaire sur la question de la communication avec les médias, que ce soit audiovisuels ou journaux. C'est le travail en amont des journalistes avant d'aller voir un expert ou avant d'aller voir des experts. Et pas d'arriver avec une question, et ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai fini par abandonner définitivement de répondre, qui était une réponse, une question du genre le gouvernement va faire ça, est-ce que ça va marcher? J'ai envie de dire, mais est-ce que vous avez travaillé un tout petit peu la question et donc ma réponse, et la dernière fois, c'est que j'étais toujours très gentil, poli, et pour dire non, et là un jour j'ai craqué, j'ai dit je n'ai pas ma boule de cristal aujourd'hui. Mais on nous la pose aussi nous. Hein. Parfois les présentateurs nous la posent nous-mêmes à journalistes santé. Chaque fois j'ai la même réponse. Et donc il y a un travail en amont. Ce que je veux dire, c'est que la bonne communication, ça demande de vérifier que celui qui pose la question a un tout petit peu de littératie sur la question qu'il pose. En tout cas, il est allé chercher quelques informations pour poser une question qui a un sens. Parce que sans ça, vous vous retrouvez avec des experts et ceux qui acceptent indéfiniment de répondre à des questions qui n'ont pas beaucoup de sens, forcément sont un peu disqualifiés. Nous n'avons plus de temps, donc on va rester sur ce mot de la fin. Merci à toutes et à tous. À bientôt.